Madame Le Dain. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Premier Président, messieurs, moi je suis, je vous avouerai, un peu sidérée. Mais je n'ose pas dire que je ne m'y attendais pas un peu. Donc, d'une part, vous avez évoqué très élégamment la question de la carte judiciaire et notamment de la disharmonie qu'on peut constater sur les territoires entre les ressorts des cours d'appel et les ressorts des cours, on va dire, banales. C'est absolument sidérant. La réforme territoriale qui vient d'être faite devrait quand même amener à rendre des choses, sinon compatibles, au moins cohérentes. Parce qu'on est quelque part là en train d'absorber à la fois la République et l'Ancien Régime, d'une certaine manière. De temps en temps, mettons, je n'oserais pas dire faisons du passé table rase, mais un tant soit peu, un minimum quand même. Donc, ensuite, je suis un peu sidérée également, parce que vous l'avez évoqué sans le dire, la question de l'organisation des hiérarchies, et notamment par rapport au passage de police. Je crains que ce soit pareil pour la justice, c'est qu'on a énormément de gens qui ont des grades, et on n'arrive pas très bien à voir ce qu'ils font par rapport à leur âge et à la fonction qu'ils exercent. Et on a des commissaires de police sortis d'école, qui ont 22 ans. Et on a des gens qui en ont 50, qui ont un métier et qui ne seront jamais commissaires de police. Je dirais pareil pour des magistrats. Je n'oserais pas donner les précisions. Mais on a véritablement un vrai problème entre la question des corps accessibles par concours en formation initiale, aux corps inaccessibles par formation continue et aux corps éventuellement accessibles par concours interne. Or, dans l'esprit de la population, de nos concitoyens, un commissaire de police n'est pas un ou une jeune dame sortie qui vient de passer le concours, ou de l'obtenir, ou de sortir de l'école. Un commissaire de police, c'est quelqu'un qui assume des responsabilités et qui va prendre des décisions, et quelqu'un qui ne va pas uniquement se contenter de gérer le patrimoine ou l'argent dont il pourra bénéficier. De la même manière pour un magistrat. Donc, moi, je me pose des questions sur le vocabulaire et sur la manière dont le vocabulaire est orchestré à partir sur la différence entre ce qui est vécu de l'intérieur du système, que vous avez regardé, que vous énoncez, et de ce que les gens comprennent ou ne peuvent plus comprendre par rapport à ce que les gens croient, parce que c'est ce qu'ils ont appris. Pour les vieux. Et pour les jeunes, ils ne comprennent plus rien. Donc, le vrai lien avec la population, ce n'est pas seulement la représentation nationale, Monsieur le Premier Président. C'est tout simplement les gens. Or, le système police-justice, il est incompréhensible. Déjà pour moi qui ne comprends rien, vous imaginez. Donc, je me pose la question des hiérarchies et du vocabulaire, et de la manière dont on appelle les gens, et dont on appelle les objets. Et notamment, par exemple, les tribunaux de grande instance, de petite instance, de moyenne instance, voilà, le vocabulaire est terrifiant. Donc, simplifier le vocabulaire permettrait peut-être de simplifier, au bout du compte, le dispositif. Et j'ai bien entendu que par rapport à la justice, vous énonciez le fait qu'on ne peut pas être à la fois l'acteur et le gestionnaire de l'action. C'est compliqué. Je le sais. À cet égard, par rapport à ce que vous avez évoqué sur les complexités, ce qu'a souligné d'ailleurs notre collègue là-bas tout à l'heure, M. Marlex, c'est où sont les postes. Mais la question, ce n'est pas où sont les postes, c'est où sont les gens. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir quelque chose d'assez simple, qui se fait très bien dans un certain nombre d'institutions? Moi, j'ai longtemps travaillé dans un EPIC. On avait un concept simple qui était le classé-payé. C'est-à-dire qu'on travaille sur une masse budgétaire, salariale, et on sait exactement combien on a de gens classés, payés. Par ailleurs, on a les postes, et ça, c'est une masse d'argent qui peut ne pas être consommée, ce qui évite d'avoir pendant 1 an et demi de l'argent qui n'est pas affecté. Et dont personne ne regarde où elle va, puisque personne n'est pas sur le poste. Ce qui m'amène à ma première question. Ça, c'était juste des commentaires. Ma première question, je vous remercie d'avoir souri. Vous voilà rassurés. Ma première question est celle des moyens totaux réels Paris-Province. C'est-à-dire, pas l'institution judiciaire pour laquelle j'ai la plus grande révérence, ou l'institution policière ou militaire de la gendarmerie pour laquelle j'ai énormément de respect. Mais où sont les gens? La répartition Paris-Province. Or, chaque fois que j'ai eu l'occasion d'écrire en haute instance pour dire « il semblerait qu'il me manque des greffiers », les greffiers c'est très important, personne n'en parle, hein, ou des magistrats, on m'a toujours répondu, et j'ai les courriers, circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien. Et en pratique, les gens ne sont pas là. Ils ont peut-être été nommés, ils ont peut-être été affectés, mais ils ne sont pas arrivés. Et entre nommés, affectés et arrivés, c'est-à-dire physiquement présents, il peut se passer 1 an, voire 1 an et demi.
Pendant ce temps-là, ces personnes qui sont nommées, affectées, payées, ils sont payés. Où sont-ils? Et l'autre grande question, au-delà de ce point, un petit peu de détail, j'en conviens, c'est la répartition Paris-Province. Je n'arrive pas à savoir, grosso modo, au nombre de justiciables, en quoi il est pertinent et en quoi il est cohérent. Moi, j'aimerais avoir des ratios simples, tant de justiciables, tant de magistrats, tant de greffiers. Et le greffier en chef, je sais bien qu'il y a une différence. Donc, vous voyez, et ces ratios extrêmement simples, on ne les a jamais. Ce qui permet d'avoir, de la part des hiérarchies, des réponses totalement dilatoires. Je vais donc venir à la police. J'avais interrogé, à mon arrivée, le ministère de l'Intérieur pour dire, mais moi, j'ai un commissariat de police à Montpellier qui a eu un dégât des eaux il y a 10 ans. Dégâts des eaux il y a 10 ans dans un commissariat de police au premier étage. Dégâts des eaux, ce n'est pas quelque chose d'épouvantablement épouvantable. On en a tous eu chez nous et on sait comment ça se gère. 10 ans après, les travaux n'avaient pas été faits. Parce que c'était, alors je ne sais plus si c'était l'argent correspondant était dans ces systèmes que vous avez évoqués, déconcentrés. Pour la justice, il y en a un à Toulouse, c'était Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Pour la police, c'était à Marseille ou l'inverse, pour PACA Languedoc-Roussillon. Et en pratique, les 120 000 € nécessaires pour faire en sorte qu'un dégât des eaux important sur à peu près 120 mètres carrés de bâtiments soit fait. Et bien, cette somme-là était systématiquement affectée ailleurs. Donc il a fallu que je pique un coup de gueule, que le ministre, M. Cazeneuve, pique un coup de gueule pour qu'effectivement on voit arriver les peintres. Et qu'effectivement, il a fallu à peu près 6 mois, pour qu'effectivement un escalier tournant soit mis pour que les policiers concentrés à 37 dans 120 mètres carrés puissent accéder au deuxième étage et qu'il y ait enfin des toilettes pour les femmes et des endroits où elles puissent se changer indépendamment des hommes. Donc, on a un vrai problème. Moi, je ne suis pas certaine qu'il y ait un problème d'argent. Je pense qu'il y a un problème de gestion de l'argent. Et vous l'avez évoqué. Est-il pertinent que ce soit la hiérarchie institutionnelle qui le gère et non pas des gens compétents pour le faire, c'est-à-dire des gestionnaires, tout simplement. Donc, ma répartition Paris-Province, que j'ai vaguement évoquée, c'est sur les moyens. Où sont les magistrats? Où sont les policiers? Où sont les policiers? Et comment se fait-il qu'il en ait autant en région parisienne et aussi peu en province et que tout le monde soit toujours en demande, y compris de magistrats et y compris de greffiers? Parce qu'il est faux de dire qu'il y a des magistrats et des greffiers à chaque fois. Il n'y a pas de couple, ça ne fonctionne plus comme ça depuis longtemps. Ma deuxième question, elle était sur les SPIP, dont personne ne parle. Les services de probation. Sur les SPIP, moi, ce que j'ai pu constater, dans les travaux que j'ai pu faire, notamment par rapport aux questions de substances illicites, c'est que je ne dis pas qu'ils sont en nombre de personnes, je ne le sais pas, donc je n'ai pas d'opinion sur le sujet, mais ce que je vois, c'est qu'ils vieillissent. Ces personnes sont arrivées à une période dans les années 60-70 où le besoin était fort et la puissance publique avait conscience qu'il fallait le faire. Ils arrivent en fin de carrière et je n'entends aucun discours de renouvellement de ces personnes, ni d'ouverture de porte pour recruter des directeurs, des assistants sociaux, des conseillers de probation et des gens qui sont face à ces personnes. Et c'est notamment fait pour la protection judiciaire de la jeunesse, qui est en souffrance. Mais pas seulement. Et mon dernier point, ce serait, mais ça a été évoqué par notre collègue, sur la partie informatique, où franchement, au-delà de Cassiopée, ça a été évoqué, et de Portalis, ne serait-ce que la simple saturation de la messagerie. Il faut quand même que vous sachiez que de haut en bas de la hiérarchie, vous avez des fichiers qui sont envoyés à 11 h du soir, parce que sinon, ils ne passent pas dans les tuyaux. Et qu'il faut faire pour un seul fichier 2 envois. On découpe un fichier de 300 pages ou de 50 pages en 2 morceaux, de manière à ce que ça passe, parce que la puissance de tuyauterie ne le permet pas. Donc moi, honnêtement, je suis abasourdie. Donc je vous cite des cas très concrets, parce que c'est un tout petit peu angoissant quand même. Voilà. Donc, en résumé, comment sortir de tout ça? Et l'autre point étant, ce qui a été évoqué, un énorme contrôle a priori des budgets de l'État, y compris ici, par nous-mêmes, au moment des votes, et très peu de contrôle en matière de consommation à la sortie. C'est-à-dire, on regarde tout en préalable et on regarde très peu en postalable. Or, une société démocratique, pour qu'elle fonctionne bien, c'est une confiance a priori et un contrôle a posteriori. C'est l'inverse que nous faisons.
Merci, Monsieur le Premier Président. Alors, ce que dit Mme Le Dain, bon, je pense que le président Vacchia ou d'autres magistrats pourront répondre. Oui, il y a manifestement un problème de gestion de crédit. Vous pourriez augmenter les crédits sans que les dysfonctionnements sur lesquels on a pu attirer votre attention, sur lesquels votre attention a déjà été attirée, soient réglés pour autant. Parce que, une fois de plus, tout n'est pas qu'une question de crédit budgétaire, c'est aussi une question d'organisation, de coopération, pour les SPIP par exemple. Là aussi, c'est aussi une question de meilleure organisation. Bon, il y a des marges qui sont considérables. Il y a le travail que nous avons réalisé dans le cadre d'un référé que nous avons remis. Bon, le président Vacchia pourra vous en parler. On devrait pouvoir aussi vous apporter quelques éléments sur notamment les moyens, notamment au niveau de l'intérieur. Peut-être, je ne sais pas si on a tous les éléments aussi sur la justice, sur la gestion des carrières. Alors, c'est pas choquant qu'on ait aussi des commissaires jeunes. Bon. Parce qu'ils sortent du concours, ils ont quand même des formations. Bon, donc on n'est pas obligé d'attendre 50 ans ou 55 ans pour être un bon commissaire. Non, mais voilà. Donc c'est normal qu'on ait les écoles de formation de commissaires, et que du coup, si on y rentre jeune, on sorte jeune. Alors on a fait quelques travaux là-dessus, on pourra vous apporter quelques précisions aussi. Alors, je ne sais pas si sur le Paris-Province, là, on a des éléments susceptibles de vous être apportés. Voilà. Mais peut-être que le président Vacchia peut apporter des précisions par rapport à vos questions. Voilà. Alors, sur la carte judiciaire, effectivement, nous avons... l'année dernière, dans une insertion rapport public, pas le dernier, mais l'avant-dernier, mis l'accent à la fin sur la problématique des cours d'appel, Madame le député, que vous avez souligné. Effectivement, la réforme reste à faire, à l'évidence. Sur la question du mode de recrutement des magistrats, greffiers, etc., nous avons, j'y ai déjà fait allusion dans un référé sur les écoles du ministère de la Justice, les 4. École de la magistrature, École nationale des greffes, École de la PJJ, École de l'administration pénitentiaire, montrait qu'il y avait beaucoup de bonnes choses, mais qu'il y avait un problème de coordination entre elles, et puis un énorme problème de capacité, je dirais, à faire de la prospective. Alors, ça se joue dans ce qu'on a dit tout à l'heure sur la capacité à utiliser les crédits budgétaires pour recruter, mais dans la capacité ensuite à assurer dans des bonnes conditions la formation en temps et en heure. Et il y avait effectivement, vous avez raison, une question particulière de la relation magistrat-greffier, école de magistrature, école des greffes, où nous pensons que des marges de manœuvre pour une plus grande mutualisation. En ce qui concerne les SPIP, c'est effectivement, ça nous a beaucoup occupé l'année dernière et nous en parlons donc dans le référé qui est rendu public et qui a été adressé à l'Assemblée il y a quelques jours sur la prise en charge et le suivi par l'administration pénitentiaire des majeurs condamnés. Il y a effectivement au sein du ministère de la Justice un problème des SPIP qui, avant même d'être un problème de moyens, est un problème d'organisation. Une charge de travail d'abord mal évaluée, mal répartie, ça c'est clair, entre les différentes unités territoriales, mais nous n'avons absolument pas de référentiel sur ce que doit faire un conseiller d'insertion et de probation. Ce sont des gens très dévoués qui travaillent bien, mais il n'y a pas de référentiel qui définit comment on évalue un condamné qui doit être pris en charge, quels sont les actes à accomplir. Et donc, il y a la nécessité de tels référentiels. D'ailleurs, le ministre, dans sa réponse, l'annonce. Le schéma d'organisation géographique doit être certainement revu, car il est aujourd'hui pas du tout adapté. Il y a, sans être effroyablement bureaucratique, nous pensons qu'il y a quand même un effort d'encadrement interne des SPIP par les directeurs fonctionnels. Et puis, il y a un problème de relation des SPIP avec les autres acteurs. D'abord, des relations avec le juge de l'application des peines. Il y a un problème essentiel, et ça on l'a analysé, de transmission
des informations. Et c'est même d'ailleurs inquiétant parce que ça, c'est un des grands problèmes du ministère de la Justice, c'est la capacité à faire transiter des dossiers d'un responsable à un autre, que ça soit, je dirais, au sein d'un même ressort ou, plus encore, quand le ressort change. Or, un condamné mis à l'épreuve avec un sursis avec mise à l'épreuve peut très bien sortir d'une prison d'un département A pour aller résider dans un département B, et il faut organiser le transfert du dossier du JAP du département A au JAP du département B, du SPIP du département A au SPIP du département B. Et là, ce n'est pas une question de législation, c'est une pure question d'organisation, et c'est quand même un des grands points faibles de cette administration de la justice. Et après, je ne veux pas entrer trop dans le détail, mais nous nous sommes beaucoup posés, et ça a déjà été dit par le Premier Président, la question de l'évaluation. Alors l'évaluation, qu'est-ce que ça veut dire? L'évaluation du condamné au point de départ, et puis l'évaluation au bout d'un certain temps de l'efficacité ou de l'impact des mesures de suivi par les conseillers d'insertion et de probation, notamment lorsqu'il s'agit de condamnés faisant l'objet d'un suivi socio-judiciaire. C'est quand même un point absolument essentiel. Et donc, il y a véritablement d'énormes efforts à faire. Avant même de créer des emplois supplémentaires, il y a un effort, je dirais, de redéfinition des référentiels des métiers considérable à accomplir. En ce qui concerne donc la problématique des qui fait quoi, enfin des responsabilités, pour donner des éléments de réponse en ce qui concerne police et gendarmerie, cela a déjà été évoqué par le Premier Président tout à l'heure, les deux grandes réformes de ressources humaines, la réforme corps et carrières des policiers, la réforme dite PAGRE des gendarmes ont abouti à des élévations massives de grades des intéressés, jusqu'à saturer les emplois supérieurs de chaque catégorie, des sous-officiers par exemple de gendarmerie avec un nombre de majors, ou dans la police, et un nombre très important de commandants fonctionnels. Et effectivement, à côté de ça, et vous le notiez, dans le même temps, l'objectif général, ça a consisté, en très gros, pour parler de la police, à réduire proportionnellement le nombre de commissaires dont vous parliez, avec juste deux grades, commissaire et commissaire divisionnaire, je ne parle pas des grades de débouchés, un corps d'officiers beaucoup plus important que précédemment, et un corps des gradés, enfin et des gardiens, où, comme le Premier Président le disait, vous avez un encadrant pour un encadré. Et la question, alors, tout ceci recouvre évidemment des augmentations de rémunération qui sont une chose, mais derrière, c'est quelle était la vision stratégique pour faire quel métier et à quoi servent tous ces commandants fonctionnels qui effectivement peuvent être amenés à faire le même genre de travail que des commissaires de police. Est-ce qu'on a eu vraiment raison de tellement réduire le nombre de commissaires de police? Et effectivement, on constate que le haut des pyramides statutaires est engorgé, que de nombreux policiers, près de 10 ans avant leur retraite, sont au sommet de leur corps, et que les voies de changement sont, c'est vrai, limitées. Le problème, c'est notamment le passage de commandant à commissaire. Mais pour les gendarmes, on a un nombre de lieutenants-colonels et de colonels surabondant, absolument surabondant. Et donc, ça pose véritablement un problème, si vous voulez, de la vision stratégique qui était derrière tout cela. Et ça, c'est l'effet aujourd'hui, donc en 2016, de réformes qui ont été engagées en 2008-2009. Et donc, ça rend extrêmement difficile aujourd'hui la gestion de ces corps. Et ça introduit, je pense aussi, malgré ces avantages, une insatisfaction. Donc nous, ce qui nous semble, c'est que véritablement, il faut qu'il y ait une meilleure vision stratégique, pas seulement une gestion que l'on comprend bien, qui consiste à accorder des suppléments de rémunération, etc., mais de véritablement avoir une réflexion, si vous voulez, sur ce que vous disiez tout à l'heure, Madame la députée, c'est-à-dire l'adéquation entre les grades et puis les emplois réels, ce qui n'a été insuffisamment fait. C'est pour ça que dans ce
référé sur la gestion des carrières dans la police et la gendarmerie du 3 février 2015, nous posions toutes ces questions et nous demandions que, justement, notamment, une véritable stratégie à moyen terme soit développée, notamment à partir de la définition de parcours type de carrière. Voilà ce que je peux dire sur les corps et carrières. Voilà. Et alors oui, sur Paris-Province, on n'a pas d'éléments particuliers, mais quand même si. Enfin, deux choses. D'une part, comme on l'a dit tout à l'heure, je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur les personnels pénitentiaires, avec le problème de la crise, pas du recrutement, mais du maintien dans l'emploi des gardiens de prison en région parisienne. Ça, c'est un vrai problème. Donc, le sujet, c'est les jeunes en région parisienne et les expérimentés en province. Donc, ça n'est pas satisfaisant. Je n'y reviens pas. En ce qui concerne non pas la question Paris-Province, mais la répartition géographique des moyens, dans un référé du 22 décembre 2014 sur la fonction de police judiciaire dans la police et dans la gendarmerie, nous posions la question justement de la répartition territoriale des effectifs, qui se pose sous plusieurs angles, mais notamment, alors là, il s'agissait de la seule police judiciaire, par exemple, la question de la cohabitation dans certains lieux, certaines villes, pour les enquêtes de police judiciaire, d'une brigade de recherche de la gendarmerie et d'une antenne du SRPJ, alors il y a des endroits où ça se justifie, et d'autres endroits où on pourrait se contenter d'un seul service pour mieux concentrer les moyens de la police judiciaire sur les lieux où ils sont nécessaires. De manière générale, en matière de police judiciaire, on est, comme bien souvent, dans un système plutôt de concurrence, parce que la question des zones police et gendarmerie, c'est pour la sécurité publique, mais pour la police judiciaire, chacun reprend ses droits. Et à côté de ça, nous constations aussi qu'il y avait la nécessité alors, de restructurer le réseau des antennes de police judiciaire, mais aussi de revoir l'affectation des effectifs au sein de la sécurité publique, dans chaque département, en fonction des besoins, notamment la répartition entre les sûretés urbaines ou départementales et les circonscriptions de base, et aussi entre les différentes catégories de brigades de gendarmerie. Enfin, je n'entre pas dans le détail parce que ça devient assez complexe, mais toujours est-il que la leçon générale, si vous voulez, c'était qu'il y a encore un énorme effort de rationalisation de la répartition des effectifs de police et de gendarmerie pour la seule police judiciaire entre les régions et les départements. Oui. Voilà, alors nous pourrons revenir devant votre commission puisque nous allons faire un travail spécialement sur les magistrats l'année prochaine. Merci.